Pourquoi l'Aragon? Parce que je trouve qu'il y a vraiment un trésor, il y a un trésor aragonais, et l'art roman d'Aragon est attaché à une histoire qui est très forte. Donc le contexte historique est tout à fait intéressant. Je vais essayer de bien l'expliquer. Et l'art roman en Aragon ne va pas se limiter non plus aux édifices. Hein. Vous en avez trois exemplaires sur cette photo. En haut, c'est San Juan de Buza, fait partie des églises du Cerrablo. À droite, c'est Mur de Roda. Et en bas, le sanctuaire des sanctuaires de l'art roman en Aragon, c'est-à-dire San Juan de la Peña. Voilà. Donc, je vais commencer par vous. Voilà. Alors, quand on arrive dans un pueblo ou dans un village en Aragon, on peut demander où est donde está la ermita. Voilà, donde está la ermita. Et l'ermita, elle peut être très perchée. Est-ce que vous avez vu où elle était, hein? Parce que là, faut aller la chercher quand même celle-là. Hein? Donc il faut faire attention. Alors elles sont pas toutes situées de cette manière-là, mais ça c'est caractéristique de l'Aragon, quoi. On a dans les falaises, dans les creux, dans les sommets, ce sont des ermitages ou des petites chapelles qui ont des situations qui sont étonnantes. Et en plus de ça, on vous répond laquelle? Parce que dans chaque pueblo, chaque village, il peut y avoir 1, 2, 3, 4 ermitages différents. Alors après, je vais arrêter les questions en espagnol parce que je ne suis pas hispanisant, donc je ne peux pas aller bien loin, mais après, le castillan nous propose plusieurs significations à ermita. Ermita, ça ne veut pas simplement dire un ermitage, c'est-à-dire un lieu où s'est installé un ermite à partir du 5e siècle, du 4e ou du 5e siècle, mais ça veut, le sens a été considérablement élargi, donc ça peut être un hospice, ça peut être une église, une chapelle, ça peut être un oratoire. Rarement monastère et prieuré, ça, les monastères, monastériaux, les prieurés et les monastères sont qualifiés autrement. Mais sinon, les ermitages, ça peut avoir beaucoup d'applications. Là, vous en avez, vous en avez dans des états assez différents. Vous avez une ruine qui est au-dessus de l'Aspunia, je crois. Oui, l'Aspunia. Ça, c'est Palo, à côté du lac de Mediano. Là, c'est Samitier, en haut, un très beau lieu que j'essaierai de vous montrer. Un 180 degrés avec Samitier. Là, c'est un ermitage, c'est pas San Lloren, c'est un peu plus loin. Je ne me rappelle plus du nom. Et tout à fait à droite, c'est San Vicente de la Buerda, à côté d'Ainsa. Donc, je vous disais qu'il peut y avoir 2, 3, parfois 4 ermitages dans le moindre pueblo, dans le moindre village. Et il y a maintenant la généralité, que je ne me trompe pas de mot, hein, la généralité autonome le gouvernement d'Aragon a recensé 1427 ermitages, 2427 églises et 281 sanctuaires ou monastères par le système d'information du patrimoine, Sistema de Información de Patrimonio Cultural Aragonés. C'est-à-dire que je trouve qu'en Aragon, les choses ont vraiment été prises en main, que les restaurations ont été faites en général, que des ruines ont été stabilisées, d'autres rénovées, et ça a été, je trouve, globalement très bien fait. Donc on trouve une documentation importante, il y a eu des progrès considérables, et je pense qu'à bien des égards, côté français, on peut aussi en prendre un petit peu modèle, parce qu'il y a eu vraiment un travail considérable de fait par les services culturels du gouvernement d'Aragon, par l'université de Saragosse, par l'université de Huesca, par beaucoup d'autres endroits aussi, hein. Mais il y a eu un effort considérable de fait, et donc que tout est bien documenté et tout est très très bien répertorié. Alors, un peu voilà, que je vous dise, la Reconquista va un petit peu, va rythmer un petit peu tout ce que j'ai à vous dire. Donc ça va être avant la Reconquista. Je vais d'abord vous présenter l'Aragon très rapidement pour que vous ayez une idée plus précise, mais beaucoup d'entre vous doivent certainement déjà bien connaître l'Aragon. Avant la Reconquista, donc l'érémétisme, les pèlerinages, les monastères. La Reconquista, en quoi ça a consisté, qu'est-ce qui s'est passé exactement, les différentes étapes, et comment le royaume d'Aragon est né de cette reconquête. Et puis après,
balayera un petit peu l'ensemble de tout ce qu'on appelle l'art roman, qui est un terme extrêmement large. Hein. L'art roman, ça peut être beaucoup de choses. L'art roman, c'est surtout une période. Hein. Vous avez vu 10e, 13e siècle sur la première diapo. Voilà, on peut dire que c'est 10e, 13e siècle, mais c'est arrivé, toutes les constructions sont souvent datées de bien avant, elles peuvent dater du 9e siècle, du 8e siècle. Avant, c'est un petit peu difficile parce qu'on a très peu de restes, mais par contre, les constructions des édifices romans ont pu commencer dès le 8e siècle. Et donc, je finirai en balayant, en essayant de balayer un petit peu l'ensemble de tout ce que signifie l'art roman en Aragon. Allez, allons-y. Alors, la communauté autonome d'Aragon, hein, ce sont des communautés autonomes, au même titre que la Catalogne, au même titre que la Castille, au même titre que Léon, au même titre que les Asturies, etc. Donc, je l'ai détaillé ici avec la province de Huesca. On ne va s'occuper que de la province de Huesca, même si on va déborder au niveau historique, on va forcément déborder, mais on va surtout s'occuper de la province de Huesca. Et on va s'occuper des 4 comarques, puisqu'on les appelle des comarques, qui sont tout à fait au nord, vous voyez, la Ribagorza, le Sobrarbe, l'Alto Gallego et la Racetania. Voilà, ce sont les 4 comarques, avec la Hoya de Huesca aussi un petit peu, Somontano un peu, mais ça va être surtout ces 4 comarques-là dans lesquelles on va essayer de se promener un petit peu. Les couleurs que vous avez sur cette carte sont des couleurs de linguistique. Hein, vous voyez, on a le catalan... c'est marqué, donc on a un aragonais qui n'est pas très très différent, mais qui a quand même quelques différences de syntaxe avec le castillan, donc la zone d'influence de l'aragonais, le catalan qui vient bien sûr, qui est juste à l'est là et qui déborde au niveau linguistique sur une partie de l'Aragon, ce qui vaut quelques disputes entre aragonais et catalans, elles sont assez fréquentes, on va le voir au sujet de certaines œuvres. Et puis en bas, donc en orange et en jaune, le castillan plus classique. Voilà. Donc on va s'occuper des 4 comarques qui forment le nord de la province de Huesca. Alors, ça c'est une carte un peu, c'est un bricolage un peu personnel pour essayer de vous situer un petit peu pour vous donner un petit peu une idée de la situation. J'ai placé le Somport, le Portalet, la Ragnouette et Viella tout en haut pour vous donner un peu une idée. Donc on a la France, ça vous permet d'avoir une petite idée. Hein. Donc l'Aragon est adossé à l'extrémité à la Haute-Garonne, bien sûr aux Hautes-Pyrénées et à une bonne partie des Pyrénées-Atlantiques. Donc on a le Somport, le Portalet, à Ragnouette et Viella. Alors, le pointillé en vert clair, c'est à peu près, c'est très difficile de le situer, à peu près la ligne, quand il y a eu l'invasion musulmane, l'occupation musulmane est arrivée à peu près jusque dans ces zones-là. Mais il y a eu beaucoup d'incursions, hein, les musulmans, les troupes d'Al-Andalus ont pu monter beaucoup plus haut, par des razzias, par des incursions, voilà, ça c'est... donc j'ai mis une ligne très approximative qui a beaucoup bougé au fil des décennies, à partir de la moitié du XIe siècle. Hein. Donc je vous ai mis cette limite vraiment à repréciser. La limite en rose-violet que j'ai mis, c'est le noyau. C'est le comté d'Aragon, c'est le noyau du royaume d'Aragon. C'est de là que tout est parti pour la construction du royaume d'Aragon. Et après, je vous ai placé donc les triangles violets, ce sont les monastères. On va s'occuper d'abord évidemment des monastères qui sont en haut, c'est-à-dire ceux du noyau qui vont contribuer à la fondation du royaume d'Aragon. Et puis les monastères les plus importants sur le reste de la Sobrarbe et de la Ribagorza, c'est-à-dire Fanlo, San Urbes de Nocito, San Victorian, le plus important pendant très longtemps, ainsi que Obarra et Alaón, qui ont été très tournés vers Urgell et vers la Catalogne pendant très longtemps aussi. Voilà. Et puis les évêchés, alors des évêchés qui eux aussi ont été fluctuants, puisqu'avec
l'invasion musulmane, on va le voir en détail, hein, mais les évêques, les évêchés ont été obligés de remonter et d'aller s'installer beaucoup plus haut à certaines périodes. Hein. Et ça, on va le voir aussi dans le détail. Alors, avant la Reconquista, je ne sais pas si c'est très lisible, je ne me rends pas compte par rapport aux distances. Donc, peu de traces de romanisation en Haut-Aragon. La romanisation, ça a été surtout la vallée de l'Èbre. Hein. Caesarea Augusta, c'est Saragosse, a été une cité romaine pendant très longtemps. Osca a été une cité romaine, donc on y trouve beaucoup de traces de la présence romaine. Mais fort peu dès qu'on va dans les hautes montagnes, vers les hautes montagnes, la présence romaine est beaucoup plus discrète. On a pu trouver quelques têtes romaines à San Urbes de Nocito, on a pu trouver quelques traces par-ci par-là. Il y avait de la présence peut-être, mais il n'y a pas eu d'installation de présence romaine comme on peut en avoir de façon massive, par exemple de notre côté avec Saint-Bertrand de Comminges ou d'autres cités. Donc ça se résume vraiment à la vallée de l'Èbre, hein, c'est-à-dire beaucoup plus au sud. Par contre, les Romains ont installé une division administrative et les évêchés sont hérités, les diocèses sont l'héritage de la division administrative romaine. Donc ça en est un héritage. Donc quand les Visigoths, alors les Visigoths sont venus s'installer entre le 5e et le 7e siècle en Espagne, c'est une part très importante de l'histoire de l'Espagne. Les Visigoths, c'était une présence de population, c'était une installation. Ils étaient déjà très romanisés, donc ça s'est installé, entre guillemets, en douceur. Il n'y a pas eu d'affrontement, ça n'a pas été une invasion au sens guerrier. Donc l'occupation visigothique a été importante. Elle a été importante au niveau administratif, mais surtout, elle a été importante au niveau religieux. Les Visigoths étaient arianistes. Ils étaient déjà romanisés, ils étaient déjà christianisés, mais ils étaient arianistes. Alors l'arianisme, pour faire simple sur la différence avec le christianisme, Jésus n'est pas un Dieu. Jésus n'est pas un Dieu. Jésus est une sorte de prophète à côté de Dieu. Donc les arianistes ne croient pas en la divinité, ne croient pas en la divinité du Christ. Ça va compter de façon assez forte après dans la façon dont la culture musulmane va s'imprégner aussi en Espagne. La rencontre de l'imprégnation wisigothe et de l'imprégnation musulmane. Donc début du 8e siècle, donc c'est l'invasion. À partir de 711, je crois, début du 8e siècle, c'est l'invasion musulmane par Gibraltar, une remontée éclair, ça va aller très très vite, en l'espace de 15-20 ans, l'ensemble de la péninsule va être occupé par les musulmans, par les troupes de l'Omeyyade. Oui, c'est l'Omeyyade de Damas qui a fait tout le tour de la Méditerranée et qui remonte vers l'Espagne avec l'aide des Berbères qui se sont associés à l'invasion. Donc la progression éclair des troupes musulmanes de 711 à 719. En 721, ils seront même à Narbonne, hein, ça va aller même beaucoup plus haut. Hein, ça va aller jusqu'en ce qu'on appelle la Septimanie. Hein, autrefois, on appelait ça la Septimanie. Donc, ils vont aller jusqu'à Narbonne. Hein. Occupation de la péninsule à l'exception des royaumes du Nord-Ouest, donc ils vont occuper toute la péninsule, sauf, c'est un peu comme dans Astérix, hein, qui résiste à l'envahisseur, les royaumes de Galice, de Léon, donc le nord-ouest de la péninsule va rester aux mains des lignées, enfin des comtes et des rois chrétiens. Occupation du bassin de l'Èbre, bien sûr, et incursion dans les hautes vallées pyrénéennes, mais pas de véritable contrôle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, les musulmans vont s'installer au pied des montagnes et vont faire des razzias. Il va y avoir des razzias, puisqu'il y a des récits, même des saints aragonais qui sont qui ont été sanctifiés grâce à leur combat, à leur résistance contre les musulmans. Après cette occupation, il est très important de dire que pas simplement pour l'Aragon, mais pour l'ensemble de la péninsule,
il va y avoir une occupation qui va être aussi très pacifique, c'est-à-dire qu'il va y avoir, il ne faut pas croire que l'occupation musulmane de la péninsule, c'est une occupation qui va durer pratiquement 8 siècles. Donc vous imaginez un petit peu l'importance dans l'histoire de la péninsule ibérique. Ça va durer 8 siècles. Donc il y a eu petit à petit une acculturation des populations locales, une acculturation des musulmans avec la culture hispano-ibérique, hispano-visigothique. Donc tout cela va se mélanger et va durer à peu près 150 ans entre le début donc du 8e siècle et la moitié du 9e. Pendant 150 ans, l'ensemble des historiens, tout ce que j'ai lu, nous montre qu'il y a eu plutôt une intégration très forte entre les deux communautés. Et c'est ainsi que va naître la communauté, ce qu'on va appeler la communauté mozarabe. Alors, mozarabe, la définition en est très simple. Mozarabe, ce sont des chrétiens qui vivent sous domination musulmane. Hein, c'est cette définition-là. Après, on a cherché à avoir d'autres définitions, mais les chrétiens qui vivent sous domination musulmane, et ils ont eu le droit d'exercer leur religion en échange d'un tribut, la plupart du temps. Donc c'est comme ça que la présence musulmane a pu récupérer récupérer une grosse fortune. Hein. Donc les deux communautés se sont plutôt bien entendues. Après, d'autres influences sont arrivées, notamment du Maghreb, et après la bonne entente qu'on a pu voir entre les communautés a commencé à se briser. Au début du XIe siècle, et ça c'est un moment important, c'est ce qui va permettre la Reconquista après, division d'Al-Andalus en taïfa. Taïfa, c'est-à-dire qu'Al-Andalus était un ensemble compact, donc le califat de Cordoue, hein, c'est ce qu'on appelle le califat. Quand on dit Al-Andalus, ça ne veut pas dire l'Andalousie simplement. Hein. Al-Andalus, c'est l'ensemble de l'occupation musulmane sur l'ensemble de la péninsule. Et donc Al-Andalus va se diviser en royaumes parce qu'il va y avoir des concurrences entre les princes, entre les combattants, entre les chevaliers musulmans. Il va y avoir de grosses concurrences et il va y avoir ce qu'on appelle la fitna. La fitna, c'est une discorde, une mésentente. Et la fitna va créer beaucoup de divisions au sein de la population. Et ça va fissurer considérablement Al-Andalus. Et les princes chrétiens, qui ne demandaient que ça, vont en profiter. Voilà. Les sources, je reviendrai un petit peu plus tard sur les différentes sources, on va les voir au fur et à mesure. Alors, avant la Reconquista, d'abord l'érémétisme. Des ermites se sont installés en Aragon, terrain très favorable, vous voyez, ces terrains de falaises, de canyons, de sommets, de coteaux, terrain très favorable pour l'implantation de l'érémétisme. L'érémétisme, les ermites ont été les agents de la christianisation, à partir du IVe siècle, ont été les agents de la christianisation de l'Aragon et de la Navarre et de toute cette partie tout le nord de la péninsule. L'érémétisme a engendré énormément de légendes et de saints. Hein, on pense à Sainte Victoriane, qui a donné le monastère de Sainte Victoriane. Sanourbès aussi est un autre saint issu de l'érémétisme. Sanourbès, on en trouve un au pied du canyon d'Anisclo, on en trouve à Sanourbès de Nocito en Sierra de Guara, on trouve beaucoup de Sanourbès. Hein. San Vicente aussi est un ermite, et on a retrouvé beaucoup de traces de romerias. Alors les romerias, qu'est-ce que c'est ? C'est la fête des... Tant que la romeria vit, l'érémétisme, l'oratoire de l'ermite vivait lui aussi. Donc c'était l'objet de célébration. Et ça l'est toujours vous verrez dans certains, il y a certains oratoires en Aragon qui sont toujours extrêmement vivaces au niveau de la célébration. On en verra quelques-uns du côté d'Aïnsa. L'érémétisme aussi a été codifié par
par l'église de Tolède. Alors, l'église de Tolède, qu'est-ce que c'est? La capitale visigothique, c'était du royaume visigothique, c'était Tolède. Hein. Donc, du 5e au 7e siècle, Tolède a été la capitale du royaume wisigoth. Auparavant, c'était Toulouse, puisque c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, les Visigoths arrivaient par le sud de l'Europe, ils se sont installés au sud de la France, en très bon accord avec ce qui se maintenait de l'Empire romain. Ils se sont installés d'abord, il y a eu ce qu'on appelle le royaume de Toulouse, et ensuite les Francs ont refoulé les Visigoths vers le sud, vers la péninsule. Hein. Donc ça, c'était au 5e siècle, et le royaume s'est installé dans la péninsule avec pour capitale Tolède. Voilà, donc la capitale de Tolède. L'évêché de Tolède était vraiment la référence religieuse de l'ensemble de l'Espagne visigothique. Voilà. Deuxième chose, deuxième élément important, les pèlerinages. La légende de Saint-Jacques, c'est dès le 1er siècle, hein, puisque Saint-Jacques était le frère de Saint-Jean. Normalement, oui, c'est ça. Oui. Saint-Jacques était le frère de Saint-Jean, donc la légende dit qu'il serait venu évangéliser la péninsule ibérique, et c'est son martyr qui a été martyr à Rome, qui a été raconté par Jacques de Voragine. D'après la légende dorée, donc de Jacques de Voragine, la dépouille de Saint-Jacques, la dépouille de Jacques, aurait été poussée par une barque, par un bateau, jusque sur les rives de Galice, et serait arrivée, poussée par des anges ou poussée par un Esprit Saint, jusque sur les rives de Galice. Et ce n'est qu'au 8e siècle qu'aurait été découvert le corps de Saint-Jacques, ce que les chrétiens appellent l'invention de Saint-Jacques, c'est-à-dire la découverte miraculeuse de la dépouille de Jacques. Et de cette époque-là est née, avec beaucoup d'écrits dans les monastères, est née la légende de Jacques, et très, très rapidement après, le pèlerinage vers Compostelle, vers le Champ des Étoiles, a commencé dès le 9e siècle. Afflue dès la fin du 9e siècle. Véritable succès à partir du 11e siècle. Le pèlerinage a pris un essor considérable. Je vous ai mis la carte, vous voyez bien que l'Aragon est vraiment traversé par quelques routes, par quelques chemins de Saint-Jacques. Donc vous avez le chemin d'Arles qui le traverse par le col du Somport. Mais l'Aragon est traversé aussi par d'autres chemins, notamment le chemin du Puy, qui va jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port et qui passe le col de Roncevaux. Donc l'Aragon va bénéficier en termes de fréquentation, en termes de commerce, en termes d'implantation de population, va bénéficier très largement des pèlerinages vers Compostelle. Et pour que ces pèlerins puissent passer les Pyrénées, donc on a déjà un certain nombre d'établissements qu'on peut qualifier de romans, qui sont installés dans les cols et au niveau de la frontière. Ici, c'est au col du Somport, donc l'hôpital prieuré de Sainte-Christine, qui a été redécouvert il n'y a pas très longtemps. Des fouilles ont été, vous voyez, les fouilles sont relativement récentes, un peu côté espagnol, hein, sur la route qui mène à la station d'Astun. Il y a un certain nombre de ruines de cette chapelle qui ont été découvertes. L'hôpital prieuré de Sainte-Christine faisait partie dans les écrits du Moyen-Âge des passages très importants des frontières, au même titre que le Grand Saint-Bernard dans les Alpes. Je vous ai mis d'autres exemples que je connais personnellement bien. Voilà l'hôpital de Bénasque que vous trouvez de l'autre côté du port de Vénasque, après avoir franchi le port de Vénasque par l'Hospice de France. Vous pouvez trouver l'hôpital de Bénasque au pied de l'Aneto. Et San Nicolas de Boarjuelo, qui était aussi un hôpital
et une chapelle de l'autre côté du cercle de Gavarnie, à Saint-Nicolas de Borajuelo. Voilà. Donc évidemment, vu l'emplacement et la hauteur et l'altitude de ces établissements, ils ont été en ruine très rapidement, soumis au séisme, aux avalanches, aux glissements de terrain. Donc il a été plus difficile. Mais ce sont d'authentiques édifices romans, notamment pour les chapelles. Ils étaient souvent composés de 2 bâtiments. Un bâtiment, ce qu'on appelle hôpital, un bâtiment auberge. Hôpital, c'est pour les pauvres, pour les plus pauvres. Un établissement auberge pour les pèlerins. Et un établissement et une chapelle. Avec déjà une allure très romane, ce qu'on appelle dans la tradition romane. Au IXe siècle, donc, je vous ai mis là en vert, j'ai trouvé une carte donc, où on a la présence musulmane. La présence musulmane. En rose, c'est ce qu'on appelle la marca hispanica. La marca, c'est la frange hispanique de l'Empire carolingien. Les Francs ont poussé au-delà des Pyrénées et se sont donné une marge de sécurité pour repousser l'envahisseur. Donc cette marge, elle est très importante du côté est, côté catalan. On ne va pas trop parler de Catalogne parce que la Catalogne n'existe pas encore. On peut parler du comté de Barcelone, mais on peut difficilement pour l'instant parler de Catalogne. Et elle se prolonge, vous voyez, tout au long de la chaîne. Donc c'est une espèce de marge de sécurité que l'Empire carolingien y a installé des comtes, y a installé des seigneurs, des combattants, pour se protéger de toute invasion venant du sud et venant des musulmans. Et je vous ai tracé, vous voyez, le petit carré, espèce de carré bleu. Ça, c'est vraiment le noyau du futur royaume d'Aragon, qui n'en est pas encore un, mais qui s'appelle déjà un peu comté d'Aragon, juste autour de la rivière Aragon. Je vais aller un petit peu plus loin pour vous remontrer les rivières. Vous voyez la rivière Aragon, voilà. La rivière Aragon, le Gallego, le Cinca, l'Isabenia et la Ribagorçana. Ce sont les 5 rivières les plus importantes du nord qui s'écoulent des hautes montagnes pyrénéennes aragonaises. Et donc le noyau du futur comté, on le trouve ici. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que l'Empire carolingien a complètement négligé petit à petit, et les comtes qui étaient installés s'y sont installés définitivement et se sont décrétés héréditaires. Donc ils étaient installés par Charlemagne, au départ par Charlemagne, par l'Empire carolingien. Et puis ensuite, ils se sont installés et ils se sont déclarés héréditaires. Donc, ce sont de véritables comtés qui se sont installés et qui se sont peu à peu tournés vers la Navarre. Parce que la Navarre a existé un petit peu avant tout le monde, donc ils se sont tournés vers la Navarre. Ils ont oublié l'Empire carolingien et ils se sont tournés vers la Navarre. Et c'est ainsi que donc au milieu de ce petit carré qui va devenir le royaume d'Aragon, se sont créés les premiers monastères. Alors les premiers monastères, donc c'est Siresa, San Adrián de Sassab et San Pedro de Siresa. Tout en haut, vous voyez, vraiment blotti contre le col du Somport, ce sont les premiers monastères. Donc les voilà. San Pedro de Siresa, c'est un endroit très étonnant parce que vous arrivez au fond de vallée, vous croyez perdu, voilà, il y a au milieu de rien, et tout d'un coup, voilà, on trouve cette immense bâtisse. C'était un monastère très important qui bénéficiait d'un scriptorium aussi très important, très réputé. Et qui a participé à l'éducation des futurs princes d'Aragon. Donc les futurs princes d'Aragon venaient s'éduquer au scriptorium de Siresa. Autre lieu, pareil, dans un endroit vraiment bout de bout d'une vallée, au nord de Jaca, San Adrián de Sassab, où on retrouve même une inscription
sur le côté nord de la chapelle. Ici, hic requiescunt tres episcopi. Ici reposent 3 évêques. Donc les évêques d'Aragon, les premiers évêques d'Aragon, surtout les évêques de Huesca, sont venus s'installer ici parce que à cause de l'occupation musulmane dans leur diocèse. Après, je continue sur les monastères. Le plus ancien et un des plus importants en termes de possession, puisqu'un monastère, ce n'était pas qu'un monastère. Un monastère, c'était des possessions extrêmement importantes tout autour. Hein. On a retrouvé, et l'Aragon en est très riche, de cartulaires, ce qu'on appelle les cartulaires des monastères ou des cartulaires des églises, qui recensent la totalité des possessions, y compris en termes humains, des bêtes, des humains, des pâturages, de la superficie de culture. Donc, Sainte-Victoriane était un monastère absolument gigantesque, hein, qui possédait une bonne partie de la vallée. Celui-ci, on le connaît bien parce qu'il est juste de l'autre côté du tunnel de Bielsa. Hein, quand on descend vers Ainsa, on a ce qu'on appelle la Peña Montañesa, là sur la gauche, là quand on descend vers Ainsa. Et sur les flancs de la Peña Montañesa, donc, se trouve le monastère de Sainte-Victoriane, qui est très ancien parce qu'on a retrouvé des éléments paléo-chrétiens. Il y a eu des fouilles qui ont été faites récemment qui ont permis de retrouver des éléments paléo-chrétiens, ce qui veut dire vraiment peut-être d'une occupation du site dès le 4e ou dès le 5e siècle. Il est possible que ce soit construit sur ce qui a été appelé dans certains cartulaires justement l'abbaye d'Hassan. Mais voilà, là il n'y a pas de certitude. Avant le 8e, 9e siècle, il est très difficile vraiment d'avoir des certitudes absolues, mais les historiens aragonais pensent que le monastère de Sainte-Victoriane a été édifié entre 507 et 511 par l'ermite victoriane. Il a été très reconstruit, donc il reste très peu d'éléments romans. Quelques voûtes là que vous avez en photo en haut, et puis un Christ dans une mandorle qui se trouve sur un tympan au-dessus d'une porte tout à fait secondaire. C'est tout ce qui reste de roman, hein, mais c'était à l'époque romane et après. Et après, ça a été un monastère d'une grande importance et d'un très grand rayonnement. Hein, Quand un monastère était aussi important, ça veut dire qu'il avait des dotations. Hein, les comtes, les princes à l'époque, et même les rois d'Aragon, les ont très richement dotés, les ont exonérés de beaucoup de choses, leur ont donné des libertés. Donc c'est tout ce qui a fait la richesse de Sainte-Victoriane, qui a été très richement dotée. Alors le plus prestigieux, là je reviens sur le territoire initial de l'Aragon, le plus prestigieux c'est San Juan de la Peña. Alors San Juan de la Peña se trouve juste à l'ouest de Jaca. C'est un site absolument incroyable, hein, parce que vous avez sur plusieurs niveaux donc une première donc ça a d'abord été un simple ermitage dont on sait très peu de choses, hein, c'est très difficile d'en savoir plus. Par contre, il y a une présence visigothique. On a retrouvé des portes, hein, puisque les portes visigothiques, c'est ce qui fait aussi souvent la confusion. Ce sont des portes souvent à arc outrepassé. Hein. Vous voyez ce que je veux dire quand arc outrepassé, vous en avez un exemple ici, là. Hein. Ce qu'on appelle arc outrepassé, c'est-à-dire qui outrepasse le demi-cercle. Hein. Voilà. Donc là, vous en avez. Donc, visigothique vraisemblablement, mais peut-être mozarabe aussi, parce que entre l'influence visigothique et l'influence mozarabe, il y a eu souvent il était quelquefois difficile de faire la nuance. Avec évidemment donc une voûte romane avec 3 absides qui sont absolument magnifiques, qui sont taillées à même la falaise.
Et puis c'est un panthéon royal surtout. Enfin surtout, c'est un panthéon royal. C'est-à-dire que là sont enterrés Ramire Ier, Alphonse Ier, Ramire Sancho Ramirez, qui a pris la suite de Ramire Ier. Donc le panthéon royal est une cour entière qui est consacrée aux sarcophages qui sont très richement décorés des princes et des nobles du royaume d'Aragon. Voilà, donc c'est un site que je vous invite à aller voir, c'est assez exceptionnel. Beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde, hein, mais c'est très étonnant cette falaise qui abrite l'ensemble sur 2 niveaux. Hein, on voit le premier niveau là, et ici donc qui est la chapelle pré-romane, mozarabe ou visigothique, on ne sait pas exactement. Je vous montrerai des peintures là sur la peinture romane, je vous en montrerai un petit peu plus tout à l'heure. Et après, à l'étage, on y trouve donc la plus grande nef, avec à côté un magnifique cloître qui a été reconstitué, hein, qui n'était pas exactement dans cet emplacement-là, mais qui a pu être reconstitué avec des éléments très intéressants que je vous montrerai aussi tout à l'heure en allant plus avant dans l'histoire. Juste à côté de San Juan de la Peña, je le signale, ça fait pas partie forcément des monastères les plus majeurs en Aragon, mais c'est quand même important. Le monastère des princesses royales, les filles de la royauté aragonaise, étaient souvent placées dans ce monastère. On y trouve les filles de Ramire Ier. Ramire Ier, c'était le premier roi. Hein, le premier roi d'Aragon, quand le royaume d'Aragon a été déclaré comme tel, c'était donc les filles de Ramire. Et donc l'une des filles, Donna Sancha, a même eu droit à un sarcophage très étonnant. On voit elle a droit à une mandorle, ce qui est très rare. C'est Dieu ou c'est le Christ ou c'est la Vierge Marie qui ont droit à une mandorle, mais pas des saints, même pas des saints, même pas. Et là, elle a eu droit à sa mandorle pour la montée de son esprit vers les cieux. Et c'est une représentation qui est très étonnante, qu'on trouve au musée diocésain de Jaca. Je fais une petite parenthèse sur les musées diocésains, ils sont très très bien faits, ils ont été rénovés, il y a une muséographie qui est brillante, je trouve, qui est très bien faite, à Jaca, à Huesca et à Barbastro. Hein, vous avez trois musées diocésains et c'est là qu'on trouve vraiment les plus beaux mobiliers romans en Aragon. Voilà. J'ai mis le portail occidental parce qu'il y a vraiment une grosse ressemblance avec Toulouse, avec Saint-Cernin. Donc on va voir après que ça sera l'objet de toute une partie de mon intervention après sur l'influence d'outre-Pyrénées, hein, du nord, de l'Aquitaine, du Toulousain sur l'art roman en Aragon. Voilà. Donc, vous voyez les falaises qu'on voit au-dessus du clocher, là-haut, ce sont les falaises derrière lesquelles se trouve San Juan de la Peña. Hein, donc là, on est vraiment, on est tout près de San Juan de la Peña. Donc là encore, c'est d'innombrables donations, hein, de tous les princes, y compris des donations venues du Nord, hein, je parlais à l'instant du duc d'Aquitaine, des évêchés de Bayonne, hein, l'évêché du Labour, hein, l'évêché de Bayonne, l'archevêché d'Auch, dotait très 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 généreusement ces monastères. Alors je vous en ai parlé déjà un petit peu. Voilà, San Robles de Nocito, un clin d'œil quand même à la randonnée. Je trouve que San Robles était un infatigable randonneur parce qu'on le trouve à peu près partout en Haut-Aragon et dans les sites les plus beaux. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure au pied du canyon d'Anisclo. On le trouve tout près du col du Portalet à Formigal. On le trouve donc San Urbes. Je me souviens plus comment est-ce qu'on appelle
c'est San Urbes de Gallego. Il y a San Urbes de Bassaran. Voilà, San Urbes de Bassaran. San Urbes de Bassaran, c'était une église qui a été construite, qui a été intégralement démolie et reconstruite dans les années 50, puisqu'il y a eu la construction d'un barrage. Vous savez, il y a eu beaucoup de constructions comme ça en Aragon, où des villages entiers, énormément de villages ont été sacrifiés, et San Urbes de Bassaran a été sacrifié, mais grâce aux amis du Cerrablo, donc puisqu'on est dans le Haut-Gallego, les amis du Cerrablo ont fait en sorte que l'église San Urbes de Bassaran soit intégralement reconstruite à Formigal. Donc si vous passez à Formigal, après le Portalet, quand vous descendez vers Salién de Gallego, vous trouvez cette église incroyable qui a été totalement reconstruite au centre de Formigal. Alors revenons à Nocito. Nocito, c'est vraiment, alors là on est vraiment au cœur de, on peut pas être plus paumé, hein, au milieu de la Sierra de Guara. Là vous l'avez là, la Sierra de Guara, et l'ensemble San Urbes de Nocito. Ça c'est ça a été mis en grille, c'est le refuge actuellement, c'est le refuge où nous étions en groupe il y a pas si longtemps que ça. Donc San Urbes de Nocito a compté dans la tradition mozarabe, puisqu'il a rayonné, San Urbes de Nocito a rayonné dans tout le centre de ce Haut-Aragon, entre Huesca et puis les premiers contreforts. Hein, ça a été vraiment un centre important qui a rayonné, où on a retrouvé des statues romaines incluses dans les murs du monastère. Elles ont été retirées, elles ont été mises elles sont au musée de Huesca, hein, pour les préserver, les garder, les conserver. Mais elles sont, voilà, c'est un des rares endroits où on a pu retrouver des traces de la présence romaine. Donc je vous ai dit, les moines mozarabes de Nocito ont été très présents dans le Cerrabo. Pourquoi est-ce qu'on dit moines mozarabes? Parce que c'était des moines qui étaient présents certainement dans le sud de l'Espagne ou dans le centre de l'Espagne, qui ont vécu sous domination musulmane et qui ont été rapatriés au moment où surtout Sancho Ramirez et surtout Alphonse Ier ont gagné du terrain, ont rapatrié des communautés chrétiennes, des communautés de moines, les ont rapatriés pour repeupler l'Aragon, qui était certainement fort peu peuplé. Voilà. Alors j'ai mis fin 19e, passe sous dépendance du monastère de Saint-Pons de Thomières. Les monastères, les grands monastères, Cluny évidemment, mais pas que, les grands monastères ont toujours eu une main pour mettre de l'ordre un petit peu à une époque où il y a eu quand même un certain nombre de désordres dans les monastères. Hein, on en parlera après, hein, le nicolaïsme, la simonie. Hein, nicolaïsme, c'est plusieurs concubines chez des clercs. La simonie, c'est la vente des biens spirituels. Hein, donc ça peut rapporter. Donc la réforme grégorienne a essayé de mettre un terme à tout ça. Et comment la réforme grégorienne et Cluny, enfin le pape par Cluny a interposé, a mis de l'ordre dans tout ça, eh ben en mettant un certain nombre de monastères sous contrôle d'autres monastères qui, eux, étaient déjà clunisiens depuis longtemps. Et Saint-Pons de Thomières, en Aragon, va jouer un rôle, on va le voir après, hein, vous allez voir, va jouer un rôle très important. Saint-Pons de Thomières, c'est à la limite, c'est dans l'Hérault, mais limite Tarn-Hérault, je crois, à peu près. Oui, c'est ça. C'est au-dessus de Béziers, au nord de Béziers, à la limite du Tarn et de l'Hérault. Donc c'est un monastère qui a beaucoup compté dans la tutelle de l'Aragon. Alors plus à l'est, deux autres monastères qui ont compté, qui sont dans des sites, je dois dire, magnifiques. C'est absolument, là aussi, ne serait-ce que pour l'endroit, je vous invite à y aller. Là, on est beaucoup plus à l'est, donc on est dans la vallée de la Ribagorza. La vallée de la Ribagorza, c'est la limite entre la Catalogne et l'Aragon, quasiment. Là, on est pas trop au Barra, mais San Pedro de Alaón. Hein, c'est sur la route qui descend vers Barbastro, vers Lérida. Donc là, on est vraiment très à l'est de l'Aragon. Et deux monastères vont compter, vont avoir un rayonnement très important.
celui d'Alaon, qui était un grand centre spirituel contrôlé par l'évêché d'Urgell au 9e et au 10e siècle. Les deux ont été ruinés, vous voyez, en ruine. Les deux ont été ruinés au tout début du 11e siècle, mais ont été très vite reconstruits. Reconstruction bénédictine sur ordre du comte de Toulouse, puisque Toulouse, on était encore sous la Marca Hispanica, le royaume d'Aragon n'était pas encore franchement en place, et donc le comte de Toulouse avait son mot à dire sur le secteur. Donc c'est à son initiative que la reconstruction bénédictine, puisqu'il a donné ça à des bénédictins, à la fin du XIe, et consécration par Raymond de Roda. Alors Raymond de Roda, on va aussi en reparler. Raymond de Roda, c'était un personnage originaire de l'Ariège. C'est Raymond d'Urban sur Arise, peut-être que certains d'entre vous connaissent, entre Saint-Giron et Foix, et donc il était originaire de Castelnau-d'Urban, oui, Castelnau-d'Urban, pas tout à fait Castelnau. Il y a d'Urban sur Arise et il y a Castelnau-d'Urban. C'est pas tout à fait pareil. Voilà. Donc lui, il est originaire de d'Urban sur Arise. Il a été, je vous le montrerai après, il a été prieur à Pamiers, il a été chanoine prieur à Saint-Cernin, à Toulouse, et ensuite sa bonne connaissance du royaume d'Aragon a fait qu'il a été nommé par le roi évêque de Roda Barbastro. Roda Barbastro n'étant plus évêché, puisque Barbastro était occupé par les musulmans. Et on a un cartulaire très riche. Alors là, ça c'est voilà, quand on dit, je vous ai parlé des sources tout à l'heure, voilà, des sources très importantes. Et puis, à peu près la même histoire, une histoire qui est très semblable à Santa Maria de Obarra, qui est un très bel endroit aussi, au pied de falaise. Là, c'est à côté du lac de Pont-de-Suert, pour ceux qui connaissent un petit peu. Là, on est juste à côté, juste au sud du lac de Pont-de-Suert. Là, on est plus vers Roda, on est tout près de Roda, des Isabénias, dans la vallée d'Isabénia. Et c'est un prieuré qui a été déclaré comme étant décadent. La simonie, le nicolaïsme y était présent, peut-être, sans doute, et donc il a été rattaché à Sainte Victoriane, au monastère de Sainte Victoriane, assez rapidement, par le roi. Alors celui-ci, c'est pas forcément le monastère le plus important, mais il a quand même rayonné à côté de Sabignanigo. Donc là, on revient vers la vallée du Gallego, à côté de Sabignanigo, San Andrés de Fanlo. Il n'en reste rien. Vous voyez, il reste quelques bâtiments agricoles, mais des fouilles ont permis de retrouver un petit peu le plan, à peu près, le plan de San Andrés de Fanlo. Alors pourquoi j'ai choisi de garder une place à San Andrés de Fanlo à cause des enluminures. Là, on a vraiment typiquement, donc issu du monastère de San Andrés de Fanlo, des enluminures mozarabes, de type mozarabe. Voilà, on en a un exemplaire ici. Il y a 7 feuillets, c'est tout. 7 feuillets qui ensuite ont été protégés à San Pedro el Viejo, à Huesca. C'est pour ça qu'ils ont été conservés. Parce que c'est pas dans un endroit comme ça que ça a pu être conservé. Ce sont des feuillets qui avaient été recopiés au XVIIe siècle et conservés ensuite à Huesca, à San Pedro el Viejo. Donc ce sont des enluminures absolument magnifiques. Donc il y a une grande tradition. Il y a une grande tradition de l'enluminure dans l'art mozarabe, il y a une grande tradition d'enluminure. Je me suis même un petit peu étendu, j'ai été au-delà. Alors, qu'est-ce que c'était que ces enluminures ? Beaucoup étaient issus d'un texte qui a été fait au 8e siècle par un moine qui s'appelait Beato de Liébana. Liébana, c'est au pied des Picos d'Europa. C'est-à-dire que là, on est dans les Asturies, on n'est plus du tout en Aragon. Seulement, ce Beato de Liébana était un moine érudit, un moine écrivain qui a écrit un commentaire de l'Apocalypse. L'Apocalypse était un texte donc considéré par les arianistes et par les Visigoths comme n'étant pas un texte sacré.
Mais par contre, les chrétiens l'ont très vite, et surtout dans la péninsule ibérique, l'ont tenu pour un texte extrêmement important, parce que c'était la révélation. Vous savez que l'Apocalypse, nous, dans notre sens à nous, l'Apocalypse, c'est la catastrophe. On attend l'Apocalypse, ça veut dire on attend la catastrophe. Non, à l'époque, ça n'était pas la signification de l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'était la révélation. C'était la révélation. C'était la fin c'était la chute de la Babylone et l'avènement de la Jérusalem céleste. Donc, la signification pour les chrétiens à l'époque dans ces royaumes du nord de l'Espagne, la signification de l'Apocalypse, la Babylone qui allait chuter, c'était l'occupation musulmane. Et donc derrière, ça allait être l'avènement d'un royaume chrétien. Ça allait être la Jérusalem céleste. D'où l'importance de ce texte de l'Apocalypse et des commentaires donc, qui en ont été faits par ce moine érudit, Beatus de Liébana au 8e siècle. Et ensuite, son texte a été diffusé. Les rois s'en sont emparés. C'était vraiment pratiquement un texte militant ça a été pratiquement un texte militant pour la Reconquête. Et il en a été fait énormément d'enluminures qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Il y en a une qui est très célèbre chez nous en France, c'est celle je vous l'ai mise là ici, le Béatus de Saint-Sevé. Saint-Sevé, donc le monastère qui est au sud des Landes, qui est un monastère absolument majeur pour le sud-ouest. Et ce Béatus, voilà, il a 86 feuillets qui ont été illustrés, qui sont tous plus beaux. On dit que Picasso, pour Guernica, s'en est inspiré. Voilà, donc ça a été il est actuellement conservé à la Bibliothèque nationale de France, à la BNF, considéré comme un des ouvrages majeurs de la France médiévale. Donc Beato de Liébana a diffusé une centaine, vraisemblablement entre 100 et 120 commentaires qui ont été recopiés et enluminés. Il en a été fait beaucoup dans le nord de l'Espagne. Il y en a que 2 qui sont sortis apparemment de la péninsule ibérique, un en Italie, et puis un donc en France, au nord, vers le nord des Pyrénées, donc à Saint-Sevé. Donc il y a beaucoup le Béatus de Siruegna, le Béatus de l'Escorial. L'Escorial, c'est le mémorial le mémorial royal à Madrid. Autre enluminure, le Codex Albeldensis. Le Codex Albeldensis, qui a été fait très tôt aussi, et qui a été vraiment un document qui a été amélioré au cours des décennies et au cours des siècles, et qui raconte beaucoup de choses de l'histoire visigothique et des débuts de la Reconquista. Le scribe s'est même lui-même mis le moine scribe Vigilian. Voilà. Alors c'est la première apparition des chiffres arabes sur un document en Occident. La toute première apparition. Ouais, les chiffres arabes qui, donc, dans l'ordre de l'écriture arabe, mais on commence à reconnaître des chiffres que l'Occident va ensuite adopter. Donc voilà pour les documents. Alors, la Reconquête, on va essayer de voir un peu mieux la Reconquête. Excusez-moi, il faut que je... Voilà. Bon, la Reconquête. Donc la Reconquête, il faut quand même s'imaginer 7 siècles de présence musulmane, 4 siècles sur le bassin de l'Èbre. Et c'est un terme qui mérite d'être nuancé, puisque Reconquête, ça veut dire déjà avoir un parti pris. Est-ce que ces terrains étaient déjà conquis par la chrétienté, voilà, lorsqu'ils étaient sous domination visigothique. Mais il y a eu quand même une profonde imprégnation, une telle imprégnation musulmane. Là, je vous ai mis un extrait, c'est la signature de Pierre Ier d'Aragon. Donc ça veut dire à la fin du XIe siècle. La signature, c'était une signature en écriture arabe. Voyez, donc c'est pour vous dire la profonde imprégnation qu'il y a eu dans les deux sens des cultures chrétiennes et musulmanes. Bon, je vais passer vite fait, donc je vous ai mis quelques cartes pour vous montrer, voilà, 1065, 1085, 1115,
1144, voilà. La conquête a été endiguée je parle de la conquête. La conquête, c'est la conquête chrétienne. Hein. Il y a eu un premier élan à peu près à la mi-temps du XIe siècle. Ça s'est un petit peu arrêté. Après, ça a repris sous l'impulsion d'Alphonse Ier. Reprise par Alphonse Ier, dit le batailleur. Donc, c'est là qu'on a vu des milliers de chrétiens, apparemment des milliers de chrétiens qui sont remontés, qu'Alphonse Ier a fait remonter et qui ont donné les communautés mozarabes du royaume d'Aragon. Alors, sur l'enchaînement des rois, donc c'est parti de la Navarre. Sanche le Magnifique, Sancho III, est mort, a donné à ses 3 fils en héritage, l'un la Castille, l'autre la Navarre, et l'autre le Sobrarbe et la Ribagorza. Et puis il a eu un fils illégitime, Ramire Ier, qui en fait c'est lui qui va prendre le dessus sur les autres, donc il va reprendre les terres de Gonzalo en Ribagorza et en Aragon, donc il va unifier tout ça. Il va même faire la guerre à son frère côté navarrais, et petit à petit il va commencer à conquérir du terrain vers le sud. Alors les forteresses morts qui ont été christianisées, donc les morts avaient, les troupes musulmanes avaient installé un certain nombre de forteresses qui ont ensuite été christianisées, bien sûr, au fil de la Reconquista. Alors le château de Loire, tous les historiens ne sont pas d'accord. Certains historiens disent non, ça a été un château chrétien dès le départ, construit par Sanche Ramirez, mais certains disent qu'il a été construit sur la base d'une forteresse mort. Alquezar, bien sûr, beaucoup d'entre vous connaissent Alquezar, très connu, qui a été l'objet d'un combat de Ramire Ier. La forteresse de Monzón, qui a été prise par Alphonse le Batailleur, qui était une grande victoire d'Alphonse le Batailleur. Et d'ailleurs, Alphonse le Batailleur a légué la forteresse de Monzón aux Templiers, après. Et l'art roman dans tout ça. Alors l'art roman, il a gagné avec la Reconquête. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'art roman? C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la Reconquête avançait, c'était comme des pions, c'était un jeu de dames, quoi. C'est-à-dire qu'on avance des pions, et puis là on confirme. Donc on reconquiert, on installe un monastère, on installe une église, on reconstruit autour, on repeuple avec des populations chrétiennes venues du sud. Vous voyez, la Reconquista s'est faite aussi avec des constructions. Donc l'art roman en est directement issu. Et après la Reconquista, deuxième phase, on va dire, de l'art aragonais. Après, ça s'est prolongé évidemment avec l'art gothique, les constructions baroques, les constructions d'un autre style. Le roman aragonais, quelles ont été ses influences? On ne peut pas dire qu'il y a un style aragonais dans l'art roman. Je ne l'ai vu écrit nulle part. Par contre, comme beaucoup de styles, l'art aragonais a subi un certain nombre d'influences. Évidemment, c'est un héritage visigothique puisqu'il s'est installé sur un substrat, l'art roman s'est installé sur un substrat visigothique, mozarabe bien sûr, mais pas que. Lombard catalan, donc ça c'est l'influence de l'Est, ça arrive ceux qui ont fait les randonnées romanes avec moi ont souvent entendu ce premier art roman méridional qui arrivait du Languedoc, qui est passé par la Catalogne et qui a gagné l'Espagne, la péninsule par le piémont pyrénéen d'est en ouest. Et puis ensuite, je vais vous en reparler, donc l'influence clunisienne, c'est-à-dire ça c'est l'influence du Nord. Pourquoi je parle d'influence clunisienne? Parce qu'elle s'est faite par des grands monastères du sud-ouest. Par Saint-Cernin, Toulouse, par Saint-Pons de Thomières, on l'a vu, par Moissac aussi. Moissac était un relais de Cluny. Donc il y a eu énormément de passages, de nominations, des moines, prieurs, des abbés de Moissac ont pu être nommés comme évêques de Pampelune. Il y a l'évêque de Pampelune, au début du XIIe siècle, était un Aveyronais, Pierre d'Andouc. Voilà.
Donc et c'était un moine de Conques. C'était pour vous dire l'influence du nord vers le sud. Alors maintenant, voilà, ça, beaucoup d'entre vous connaissent déjà ou en ont entendu parler. C'est un phénomène extrêmement étonnant parce que c'est un phénomène qui est très très localisé. On trouve donc dans la haute vallée du Gallego, en montant vers le col du Portalet, au nord de Sabignanigo, toute une zone très très limitée entre Biescas et Sabignanigo, où on va trouver pratiquement presque une vingtaine d'églises mozarabes qui vont avoir à peu près le même style. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de particulier ? Elles ont un substrat lombard, comme on dit, c'est-à-dire catalan, qui vient du premier art roman méridional, c'est-à-dire une abside circulaire avec des arcatures aveugles. On l'a à Santo Azucín, on l'a à Larrede, on l'a à San Juan de Bussa. Donc on trouve un substrat, une base de construction qui est quasiment catalane. Mais les communautés qui ont choisi d'installer les églises, et pas que les communautés, les clercs, les princes, les comtes, puisque c'est à leur initiative que ça a dû être construit, ont choisi aussi de garder une influence venue du sud, donc on trouve des arcs outrepassés ici. Alors arcs outrepassés ou ce qu'on appelle un imposte en saillie, qui donne l'impression d'avoir un arc outrepassé. Quelle particularité ? Les alphys. Les alphys, c'est l'encadrement. Vous voyez un retrait. Vous voyez la fenêtre du haut, là, en haut à droite, elle a un premier retrait, elle a même un deuxième retrait. Donc le premier retrait, le deuxième retrait, on le retrouve souvent dans l'art roman, y compris de notre côté des Pyrénées. Mais la particularité des églises du Serrablo, c'est d'avoir des retraits sur plusieurs niveaux à partir des arcs outrepassés. Troisième élément reconnaissable, des tours qui sont presque des minarets, qui font penser à des minarets. Il y a même eu des études architecturales entre certains minarets de Damas et des minarets et des clochers d'église du Serrablo, où il y avait vraiment des similitudes architecturales qui étaient assez surprenantes. Donc voilà, alors ça, ce sera l'objet d'une sortie que nous ferons certainement ensemble au printemps prochain. Alors, mozarabe, oui, je le disais tout à l'heure, beaucoup de questions. Alors, l'origine du mot moustarabe, mezzo-arabe, mozo-arabe, on ne sait pas trop. Moustarabe, c'est presque arabe. Mezzo-arabe, c'est à moitié arabe. Et mozo-arabe, ce serait presque jeune arabe, dans le sens récemment arabe. Voilà. Donc, la seule définition, c'est pour ça que j'ai précisé à la fin, là-bas, seule définition admise, mozarabe, c'est chrétien vivant sous domination musulmane. Voilà, c'est ça la définition. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà 18 églises au style unique dans un très petit périmètre sur un territoire qui n'avait pas été conquis, qui n'avait pas du tout été conquis par les musulmans. Donc aux multiples influences. Et inversement, on va voir se développer, mais ça, ce ne sera pas dans ce premier temps-là, ce sera entre le XIIIe et le XVe siècle, pratiquement, un art qu'on appelle mudéjar. Donc ça, c'est les musulmans restés sur les terres conquises par les chrétiens ont influencé l'architecture, et les modérats, ce sont ceux qui ont gardé leur religion, donc les musulmans qui ont gardé leur religion sur le territoire chrétien nouvellement conquis. Donc on est à l'inverse. Ils ont même adopté la langue romane en Castille, avec de l'écriture arabe. C'est pour ça que je vous ai montré tout à l'heure la signature de Pierre Ier. Donc ils ont adopté la langue romane en Castille et en Aragon, et donc un style architectural qui s'est développé du XIIe au XVIe siècle. Alors, ayant parcouru un petit peu l'Ariège, j'ai retrouvé, je ne savais pas que ça existait, une abbaye sous influence
dont l'influence architecturale est Mudéjar, et c'est l'abbaye de Comblogne en Ariège. Je ne sais pas si vous voyez entre Saint-Giron et Foix, toujours, pas très loin de Durban-sur-Arize, ou l'abbaye de Comblogne à Rimont est une très belle, avec un très beau parc, un parc paysager qui est absolument magnifique. Je vous en ai mis une photo là-bas, et l'influence de cette architecturale de cette abbaye, c'est Mudéjar. Alors, autre conquête, parce que les choses au niveau religieux ne se sont pas faites en douceur, pas toujours en douceur, le rite hispanique, donc hérité de l'arianisme, hérité de beaucoup de transformations, hérité d'une influence chrétienne déjà, est rentré en conflit, donc la liturgie de Tolède est rentrée en conflit avec la liturgie romaine. Vous savez que Rome, alors autant le clergé wisigoth, on va dire que c'était un fonctionnement relativement horizontal. Vous imaginez, avec l'arrivée de Rome, on arrive à des choses beaucoup plus pyramidales, beaucoup plus verticales. Donc Rome a dit que, voilà, donc la liturgie devait être comme ça. Et les rois d'Aragon ont fait le choix d'être des vassaux du pape pour faciliter la reconquête, pour avoir des troupes supplémentaires venues du Nord et venues du reste de l'Europe, parce que c'était pas simplement des troupes qui venaient d'Aquitaine ou du Toulousain, il y en a de Normandie, de Bourgogne, donc qui sont venus jusque combattre pour la Reconquista jusqu'en Espagne. Et donc Rome a dit, maintenant, tout le monde va être mis, tout le monde, je ne sais pas exactement comment Rome l'a dit, mais ça veut dire mis au pas, maintenant c'est le rite romain. Ce n'est plus le rite de Tolède, le rite visigothique, c'est le rite romain. Et les choses ont été compliquées. Fontlow, je vous ai parlé de l'abbaye de Fontlow tout à l'heure. Fontlow, il y avait un moine qui s'appelait Banzo, qui était un grand ami de Ramire Ier, donc le premier roi d'Aragon. Ramire Ier lui avait fait cadeau donc de miniatures, mais Ramire Ier lui a dit, maintenant il va falloir que tu adoptes le rite romain. Et Banzo a dit non, c'est hors de question, ce serait me renier que d'adopter le rite romain. Alors, le rite romain, la différence, c'était avec l'Eucharistie surtout, puisque chez les chrétiens, c'est la consubstantiation, c'est le corps, le Christ et son sang, le Christ et son corps ne font qu'un seul, alors que ça n'était pas le cas dans le rite de Tolède. Donc il a fallu, vous imaginez un petit peu les difficultés pour passer de l'un à l'autre, et la réforme grégorienne, qui a été une réforme majeure quand même de la chrétienté à cette époque-là, au XIe et XIIe siècle, a imposé même Grégoire VII a dit c'est une hérésie, c'est-à-dire qu'il a commencé à qualifier d'hérétiques ceux qui continuaient à officier avec le rite de Tolède. Il a imposé le rite romain. Et donc, à partir du règne de Sancho Ramirez, donc était le deuxième roi. Alors, Sancho Ramirez, c'était le fils de Ramire Ier, donc le deuxième roi d'Aragon. L'Église du Haut-Aragon s'aligne sur les réformes venues de Rome. Mais quand on dit s'aligne, voilà, un peu au forceps. Tout le monde n'a pas accepté les choses de la même manière. Donc, à commencer par le fameux Banzo à San Andrés de Fontlow, adoption du rythme romain à la place du rite hispano-visigothique, rôle de l'évêque comme autorité territoriale et morale, voilà, ça aussi ça change. Les abbés des monastères étaient tout puissants, ils n'avaient que peu de comptes à rendre au reste de l'Église. À partir de ce moment-là, ça voulait dire que les évêchés avaient la main et donnaient les nominations. Les nominations des abbés devaient passer par les évêchés. Les nominations étaient des enjeux considérables. Les nominations d'évêques, les nominations d'abbés, de prieurs dans les prieurés étaient des enjeux considérables parce que c'était aussi des charges qui rapportaient. Donc il y avait aussi en dehors de la tutelle morale, il y avait aussi un pactole à récupérer. En 1063, donc un synode à Jaca institutionnalise le rite romain. Donc on va voir après que ça s'est pas fait forcément dans la douceur. Alors j'ai trouvé ça, je connaissais pas au départ. Ça c'est des chapiteaux de Jaca, de San Juan de la Peña.
Hein, je vous ai montré tout à l'heure le cloître de San Juan de la Peña, et on y trouve aux deux extrémités, en diagonale, ces deux chapiteaux. Là, c'est Adam, donc le péché originel. Bon, il était un peu cassé, hein, mais on a l'arbre avec le péché originel. On a Ève qui est dans l'autre coin, mais qui a été un peu cassé. Donc on a Adam, et là on a la scène. Hein, on a une représentation de la scène avec le Christ, avec ses deux doigts qui bénit la nourriture. Et ces deux scènes, ces deux chapiteaux sont opposés. Et qu'est-ce que les historiens y ont vu? Moi, je ne l'aurais pas vu, mais voilà. Dans le contexte de l'époque, on peut le comprendre. Adam, il a que deux doigts. Normalement, il a toute la main, normalement, Adam, parce qu'il vient d'avaler la pomme, et le remords est immédiat. J'aurais jamais... Voilà, le péché a été accompli. Donc, je vous montre la diapo suivante, parce que dans les autres, vous voyez, dans les autres chapiteaux, vous voyez, là, il a la main sur le... Ça, c'est à San Pedro de Loar, donc je vous ai montré le château de Loar tout à l'heure. Il y a une chapelle, une très très belle chapelle à l'intérieur. Et donc, un des chapiteaux de l'arc triomphal, de l'ouverture du cœur, contient une représentation du péché originel. Adam à la main. Autre représentation, vous voyez, tout en haut, là, on voit la main qui est un petit peu... Voilà, on voit encore une représentation. Alors là, j'ai mis d'autres représentations ailleurs. Hein. Donc, ça, j'ai chopé la photo, je ne connaissais pas Neuilly-en-Donjon dans l'Allier, avec toujours Adam et la main sur le cou. Et puis, cloître Sant Domènec a Peralada, qui est un très beau cloître qui se trouve tout près de la frontière, là, tout près de Gérone. Non, pas de Gérone, encore de Figueras, voilà. Tout près de Figueras, le cloître de Peralada. Voilà, où on voit encore, donc on le voit, la photo est de moins bonne qualité, mais on voit Adam. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre ça et ça? Il y a une différence entre ça et ça parce que l'Eucharistie n'est préparée qu'en une seule fois. L'Eucharistie n'est préparée, enfin ce qui s'appelle l'Eucharistie, n'est préparée qu'en une seule fois dans le rite de Tolède, alors que dans le rite romain, la préparation de l'Eucharistie se fait en 3 fois. Il y a le Sancti, 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 il y a... alors je ne saurais pas trop vous détailler, mais se fait en 3 fois. Donc, je reviens à la diapo précédente. Voilà, donc Adam avec ses deux doigts représenterait toute la difficulté. Est-ce que c'est une opposition? Est-ce que c'est une façon de dire c'est difficile, c'est compliqué pour nous? Ça veut dire que voilà, le rite, l'Eucharistie par le rite romain est quelque chose qui est difficile à avaler. Voilà. La romance, c'est ça. La romance, c'est des significations. Par exemple, je ne sais pas si vous l'avez vu dans beaucoup d'églises, on a par exemple des monstres qui dévorent des têtes. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ces monstres qui dévorent des têtes? Ça ne veut pas dire que c'est le diable qui intervient. C'est parce qu'on se fait dévorer par là où on a péché. Et si on a péché, par exemple, par la simonie, ou je vous parlais du nicolaïsme ou de la simonie tout à l'heure, eh ben, pour que Rome fasse entendre aux clercs, c'est-à-dire aux abbés, aux moines et à tout le personnel, pour leur faire comprendre que le concubinage n'est pas bon du tout. Si vous êtes représenté par le concubinage, vous vous faites dévorer la tête par un monstre qui, peu importe à quoi il se rapporte le monstre, mais vous vous faites dévorer la tête. Il y a d'autres dévorations, d'autres parties du corps qui peuvent être représentées sur les chapiteaux, qui représentent des endroits de péché. Voilà. Hein? Alors là, la représentation de... Alors attendez, j'avais une autre représentation, non, je ne l'ai pas là. Alors, les édifices militaro-religieux, en voici quelques exemplaires. Donc je vous en ai présenté tout à l'heure avec la première diapo. Samitier, c'est tout en haut là-haut. J'ai mis 2 représentations de Samitier. Samitier en haut, mais
Samitier d'en bas, c'est très impressionnant, c'est magnifique, c'est très beau. Alors attendez, si j'ose, je fais ça. Où est-ce que j'ai là? J'ai plus la main? Si. Alors attendez, je vais... Voilà. Voilà Samitier. Et Samitier, donc, de Samitier, vous avez... Vous l'avez pas? Ah, et pourquoi vous l'avez pas? Il veut pas? Ah bon. Alors attendez, je vais revenir. J'ai fait une erreur, je vais revenir à mon diaporama. Voilà. Bon, je reviens à mon diaporama. Bon, c'est pas grave. Bon, j'essaierai de vous le montrer tout à l'heure. Voilà, donc ça, ce sont des édifices qui ont été en fait des lignes de partage, mais pas qu'avec les musulmans. C'était des lignes de partage entre, par exemple, les troupes du comte de Barcelone qui arrivaient de l'Est, parce que le comte de Barcelone a un petit peu profité avec tout le respect que je lui dois, bien sûr, hein, a un peu profité de la Reconquista, de reprendre des territoires sur les Arabes pour essayer de grignoter côté Aragon. Donc il a fallu que les rois d'Aragon se mobilisent pour se défendre. Et il y a une ligne de partage un petit peu verticale, comme ça, et non plus dans ce sens-là, entre Samitier, Murdoroda et Albitzanda, c'est-à-dire grosso modo le long du Rio Cinca. Hein, le long du Rio Cinca. Voilà, donc c'est pour ça qu'on retrouve des édifices militaro-religieux tout au long de cet axe du. Alors, d'autres sites importants, Santa Maria da Insa, Sant Martín de Buil, San Juan de Toledo et San Vicente de la Buerda. C'est du roman qui est un petit peu plus tardif, mais qui est très beau. Vous voyez l'abside de Sant Martín de Buil, c'est juste à côté du lac de Mediano. Hein. Là, tous ces établissements sont tout près les uns des autres. Hein. C'est autour d'Aïnsa et ont tous des configurations. Celui-ci, San Juan de Toledo, est tout à fait intéressant parce qu'il a un cœur tréflé. Vous voyez, c'est en trèfle. On ne le voit pas bien vu d'ici, mais hein, vous voyez, on voit l'abside principale est un peu comme si c'était l'abside nord et l'abside sud de l'autre côté. Après, on ne retrouve plus la même architecture avec les édifices de montagne. Les édifices de montagne sont beaucoup plus frustres. On trouve une architecture on trouve une architecture plus simple, beaucoup plus simple, mais magnifique. Moi, je trouve qu'il y a vraiment il y a une épure dans des proportions dans le. Alors, j'ai fait exprès de choisir vers Nérine, Vio, parce qu'on devrait y aller. Moi, j'aimerais bien qu'on y aille. C'est tout près c'est tout près du canyon d'Anisclo. Palo est tout près est entre Samitier et Murdoroda, hein, les deux qu'on a vus avant. Ah, vous voyez, on retrouve à Palo on retrouve cette abside du premier âge roman méridional, avec une reconstruction parce que normalement le premier âge roman méridional, ce sont des petits cailloux simplement taillés au marteau, c'est de la maçonnerie, c'est un matériau très très brut, hein, où la taille n'a pas encore fait de progrès, hein, et là avec la reconstruction ça a été quand même un peu modifié, mais on remarque bien les arcatures aveugles et les frises en dents d'engrenage. Donc là, ici, on a ce qu'on appelle des dents d'engrenage. Là où, dans les églises du Cerrablo, vous vous souvenez tout à l'heure, on avait des espèces de boudins verticaux. Hein, on avait des boudins verticaux que les Espagnols appellent les boquetones. Les boquetones sont des boudins verticaux qui servent un petit peu qui font figure un petit peu de frise à dents d'engrenage qu'on trouve au-dessus on le retrouve ici aussi à Vio. Henri Bergorza, donc, là on est vraiment beaucoup plus près là on n'est plus du tout dans des influences mozarabes, on reste vraiment dans ce qu'on appelle le premier âge roman méridional, les constructions lombardes. Alors, vous voyez, quand je vous disais
Quand on arrive dans un lieu, on peut... Mais donde es la ermita? Laquelle? Il y a une profusion. Alors, j'ai à Akia, Sainte Martine d'Akia, c'est juste à côté de Benasque. C'est un lieu qui est aussi magnifique. C'est une toute petite chapelle qui paye pas de mine. Hein, vous voyez, je l'ai représentée à droite là, mais qui a ce qu'on appelle un antependium. Un antependium, c'est un devant d'autel. Hein. Les devants d'autel étaient souvent décorés, même pratiquement toujours décorés. Il en est très peu resté. Hein. Il y en a beaucoup qui ont été volés des devants d'autel. Et donc ce devant d'autel de Sainte Martine, venu d'Outre-Pyrénées, parce que Saint-Martin c'était le saint du royaume franc, le saint français par excellence, hein, Saint-Martin de Tours, avec son histoire racontée sur l'antependium. Donc au centre, attendez, je reviens à la diapo précédente, vous voyez au centre la représentation du roi, et puis de chaque côté la légende de Saint-Martin. Alors dans le détail ça donne ça. Donc Saint-Martin qui coupe sa cape, voilà. Saint-Martin qui donne une messe. Saint-Martin qui ressuscite les deux miracles de Saint-Martin, qui ressuscite un catéchumène et qui ressuscite pratiquement un condamné à mort. Et puis la fin, donc la mort de Saint-Martin et le diable qui arrive devant pratiquement la sépulture de Saint-Martin. Et Saint-Martin lui dit: que fais-tu ici, bête cruelle? Ne perds pas ton temps à chercher des accusations contre moi, car tu n'en trouveras aucune. À cet instant, mon âme entrera dans le sein d'Abraham. Et ça a même été signé, ce qui est très rare. Hein. Ce qui est très rare, il y a une signature, donc ça c'est le site. Il y a une signature, donc Johannes Pintor Mefestit, ça veut dire le peintre qui a réalisé ça a signé. Ce qui est très rare dans l'art roman, il n'y a pas de signature. Ce sont des ateliers, ce sont des influences, mais on trouve très peu. Il n'y a pas d'artiste, on ne parle pas d'artiste à l'époque. Hein. Ce n'est qu'à partir de la Renaissance qu'on parlera vraiment d'artiste. À l'époque, l'artiste n'a pas d'existence réelle. Alors, donc ça c'est fait ce sont des couleurs, ça s'appelle de la peinture à la tempera. À la tempera, c'est-à-dire que c'est une espèce de dilution à base d'eau et à base d'œuf qui colore de l'étain repoussé, hein, donc sur panneau étamé. Ça se trouve au Musée national d'art catalan. Et les Aragonais ne sont pas contents du tout, voudraient le récupérer. Donc c'est en procès hein, depuis longtemps. Ça n'a toujours pas été récupéré, et ça n'est pas la première fois que le Musée national d'art catalan s'est attribué. Il y a d'autres œuvres que l'Aragon réclame auprès du gouvernement de Catalogne, parce qu'elles se trouvent au Musée national d'art catalan, qui, il est vrai, est un magnifique, quasiment en Europe, ce qu'on peut faire de plus beau en musée d'art roman. Hein. Alors, les clercs venus d'Outre-Pyrénées, je vous en ai déjà parlé. Hein, je vous ai mis une carte avec... donc ça, ce sont les diocèses dirigés par un évêque d'Outre-Pyrénées. Outre-Pyrénées, ça veut dire d'Aquitaine ou du Toulousain. Hein, ça veut dire ça à peu près. Hein. Donc, à Barbastro, à Huesca, à Roda. Donc vous en avez une liste là, donc Pierre à Jaca, Raymond d'Urban à Roda, Pierre d'Andouc, je vous les ai déjà cités à Pamplune, celui qui vient d'Aveyron, Grimaldo à Saint-Victorien, Bernard Andelmo à Santa Maria de Alaón. Donc pourquoi est-ce qu'il y avait pourquoi y avait-il autant de clercs venus d'Outre-Pyrénées? Pour imposer la réforme grégorienne, pour imposer le rite romain, parce que ça rechignait. Donc le meilleur moyen, c'est de faire venir des clercs qui ont été éduqués par Cluny, qui sont passés par des monastères clunisiens. En voilà deux, donc l'abbé Frottard et Raymond d'Urban. Je ne vais pas trop m'attarder, j'en ai déjà parlé. Frottard a été vraiment un personnage très important, on le retrouve partout. Quand on lit des documents sur les différents évêchés, les différents monastères en Aragon et même en Navarre, hein, on a l'impression qu'il a eu la haute main sur... c'est lui qui dictait un petit peu toutes les nominations
Il a même participé donc à l'éducation du futur roi Ramire II Almonge à Saint-Pons. Ramire II, donc, ça a été pratiquement le dernier roi d'Aragon, puisque lorsqu'il s'est marié avec une fille du duc d'Aquitaine, une duchesse de Poitiers, a donné une enfant qui s'appelait Pétronille, qu'il a mariée à un an, donné en mariage, donc, avec le comte de Barcelone, donc Raymond Béranger IV, a épousé la fille du... Et ça a été l'union donc qui a commencé entre l'Aragon et la Catalogne. Voilà. À la cathédrale de Roda. Roda, c'est un endroit assez exceptionnel. Hein, je vais vous le montrer. Roda, c'est un endroit assez exceptionnel à visiter. C'est un minuscule village qui a été le siège d'un évêché. Parce que Barbastro ne pouvait plus faire fonction d'évêché. Donc c'est Roda de Isabella qui était le siège. On y trouve un des rares cloîtres intacts d'Aragon, avec des inscriptions, vous voyez, 200 toutes les arches, toutes les colonnes sont ornées d'inscriptions funéraires. Autre établissement qui a été donné d'ailleurs à Saint-Pons de Thomières, sous la tutelle de Saint-Pons de Thomières, de l'abbé Frottard, c'est San Pedro El Viejo de Huesca. Celui-ci a la particularité d'avoir été une mosquée. Donc ça a été une mosquée qui a été transformée et qui n'a pas été complètement détruite. Lorsque la Reconquista a été effectuée, la plupart des mosquées ont été détruites. Mais certaines, très rares, n'ont pas été détruites, dont la mosquée, enfin ce qui reste de la mosquée dans l'église que vous pouvez visiter à Huesca, l'église San Pedro El Viejo. Église romane consacrée en 117 en présence de Raymond d'Urban, toujours. Et entre l'abbé Frottard à Saint-Pons de Thomières et Raymond d'Urban, on a deux personnages qui ont énormément compté et donc a été un panthéon royal pour Alphonse Ier et Ramire II. La cathédrale de Jaca, qui est un élément... Là, on arrive dans quelque chose de plus récent, qui a été refait. Donc, première de la péninsule construite en style roman, la première cathédrale romane de la péninsule ibérique, dans le dernier quart du XIe siècle. La peinture, je donne quelques aspects. Ça n'est pas comme la peinture romane en Catalogne ou au même côté français. Il n'y a pas de maître. Ceux qui ont fait les randonnées romanes, vous vous souvenez, on avait parlé du maître de Pedrette, du maître de Taoul. Donc il n'y a pas vraiment de maître dans la peinture aragonaise, mais on a quelques spécimens qui ont pu être gardés, pas énormément, et beaucoup qui, comme en Catalogne, ont été arrachés des églises, ont été arrachés et réimplantés dans les musées diocésains. Voilà. Santa Eulalia, Sousine, elle est très jolie, celle-ci, elle est au musée diocésain de Jaca. San Juan de la Peña est toujours en place dans le monastère de San Juan de la Peña. Bagües, qui est un petit peu à l'ouest de Jaca, là, l'église a été totalement reconstituée, c'est magnifique, un peu comme cette église au Musée national d'art catalan. Elle a été totalement reconstituée et les peintures ont été réimplantées. Et San Pedro El Viejo à Huesca, c'est un petit peu plus difficile à voir. C'est moins mis en valeur. Voilà, donc la peinture n'est pas un élément fondamental. Moi, je retiens plus les enluminures qu'on marquait vraiment de l'art roman et l'art mozarabe qui ont compté. Voilà, donc l'art roman, j'ai essayé de donner un petit peu 3 conclusions à tout ça. L'art roman en Aragon est à la fois fonctionnel et spirituel, qui est enraciné dans un contexte de reconquête chrétienne et de consolidation politique. Il témoigne d'un moment où l'art servait à construire l'identité d'un royaume naissant, tout en intégrant les grandes influences européennes et orientales. Le patrimoine roman aragonais est aujourd'hui un trésor historique, reconnu pour sa richesse architecturale et son intégration dans les paysages pyrénéens.
Alors voilà les randonnées romanes, parce que cette conférence était destinée à introduire les randonnées romanes. Malheureusement, pour 2025, ça n'a pas pu se faire. Donc j'avais sélectionné 6 sorties. Dans le Serrablo, évidemment, pour les églises mozarabes que je vous ai montrées. La vallée de Vio, je vous en ai montré aussi quelques-unes, hein, avec San Urbes, avec l'église de Vio. Teia, vous y êtes peut-être allé, c'est une balade qui est facile, où on peut visiter un certain nombre de sanctuaires. Autour de Mediano, je vous en ai montré beaucoup, hein. Mort de Roda, Samitier, Santa Maria de Buil, Palo, voilà, il y a de quoi faire. Et j'ai fait l'impasse dans cette présentation sur le Val d'Aran et le Val de Boye, qui sont en Catalogne. Hein. Donc j'ai fait le choix c'était bien assez pour l'Aragon. J'allais pas en plus commencer à attaquer la Catalogne. Donc 2 sorties sont prévues aussi en Val d'Aran et en Val de Boye. Voilà. Je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.